Dans l'actualité de ce 1er décembre, nous nous intéressons à la défaite de l'opposition politique à ces élections. Moins de 40% des suffrages exprimés à la présidentielle. Pourtant, elle a mené la campagne avec détermination. Pourquoi Zéphirin Diabré et ses alliés n'ont pas pu convaincre les électeurs? Quelles sont les raisons de leur échec? Élément de réponse dans ce journal. Lui est opposant, mais pas affilié au chef de file de l'opposition politique avant d'aller à ces élections. Maître Ambroise Guy Farama est arrivé 10e à la présidentielle. Qu'a-t-il retenu comme leçon à ce scrutin? Comment analyse-t-il son score de 0,90% des voix? Vous l'entendrez tout à l'heure. L'affaire Charbon-Fin inspire les organisateurs de la 15e édition des Journées nationales du refus de la corruption. L'événement organisé par le RENLAC s'attarde cette année sur la transparence et la redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina Faso. Une manière de contraindre l'État à s'assumer face à ce que le RENLAC qualifie de gestion qui reste à désirer dans le domaine minier. Voilà pour les grandes articulations de cette édition. Merci d'être des nôtres, mesdames et messieurs. Hier, nous vous proposions la stratégie gagnante du candidat de la majorité présidentielle. Et bien, ce soir, nous allons tenter de comprendre l'échec cuisant de l'opposition. Une opposition qui a pourtant battu campagne avec envie et hargne. Une campagne ponctuée souvent de propositions tout à fait audacieuses. Une opposition qui a même signé un accord politique entre les membres qui la composent. Mais les résultats sont implacables. Le candidat de la majorité a fait un score supérieur au double de celui de ses deux principaux adversaires combinés. Alors, question ce soir, qu'est-ce qui n'a pas marché pour Zéphirin Diabré et ses alliés de l'opposition? Élément de réponse avec Hervé Dapa. S'il y a un mot qui caractérise les scores de l'opposition au terme du double scrutin présidentiel législatif du 22 novembre dernier, c'est bien celui-là. La débâcle. Un échec symbolisé par les scores du chef de file de l'opposition lui-même. Zéphirin Diabré et l'UPC se sont littéralement noyés dans 12 mètres cubes d'eau. 12 comme le pourcentage de voix obtenues à la présidentielle. 12 comme le nombre de députés engrangés aux législatives. En 5 ans, les Lions perdent 24 points et 21 députés. Une dégringolade inattendue et surprenante. Cela d'autant plus que de l'avis général et de tous les spécialistes, Zéph, comme l'appellent ses admirateurs, avait le projet de société le plus complet, le plus détaillé, le plus audacieux, le meilleur. À cela s'ajoute une campagne électorale flamboyante et bien structurée. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Une question qui en soulève plein d'autres. Les discours ont-ils atteint leur cible? Quel a été l'impact réel des démissions fracassantes des cadres du parti à quelques semaines seulement du vote? Cette image de l'ancien directeur de campagne démissionnaire de Zéphirin Diabré au meeting du MPP au stade du 4 août aura marqué les esprits. Un coup! On dit que c'est la politique, enfin. Et puis, il y a la question qui fâche par sa délicatesse. Le vote a-t-il été influencé par des pesanteurs socio-ethniques? Aucun sondage, aucune étude ne permettent pour le moment d'y répondre. Seul le résultat des urnes compte. Un résultat qui n'a pas du tout souri à l'autre poids lourd de l'opposition. Le CDP, l'ancien parti au pouvoir, signe son retour à la présidentielle. 15% des voix, 20 députés pour les législatives. Le CDP se réveille, mais est encore en état de somnolence. Il faut dire qu'après l'insurrection populaire de 2014 qui l'a balayé du pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès a traversé plusieurs crises internes aiguës. On est même passé par la case justice. Et cela a laissé des traces que même les grands meetings n'ont pas réussi à effacer. Mais l'essentiel a été sauvé et Dicombo Hugo peut marcher la tête haute. On ne peut pas en dire autant de Gilbert Noël Ouedraogo. L'ADF-RDA s'en sort avec 1,55% des voix et 3 députés. Le parti s'affaisse un peu plus. On semble ne pas avoir pardonné à Gilbert Noël Ouedraogo ce que certains qualifient de trahison lorsqu'il s'est allié au CDP pour la modification de l'article 37 en 2014. Mais là encore, aucune étude ne permet de le prouver. Kadri Désiré Ouedraogo et Tahirou Barry, eux, auront appris amèrement
volontairement qu'aller à une élection sans une puissante machine de parti peut s'avérer une aventure périlleuse. Pour les néophytes de la présidentielle, les leçons à tirer du scrutin peuvent être diverses et variées. Une nouvelle ère politique commence avec plusieurs inconnus. Quelle opposition aura-t-on pour les 5 années à venir? Qui va rejoindre la majorité et surtout à quel prix? Aucun scénario a priori n'est à écarter. La surprise peut venir de partout. Aucun scénario n'est à écarter. Maître Ambroise Farama rejoindra-t-il la majorité ou renforcera-t-il sa place dans l'opposition? Pour l'instant, ce n'est pas ce qui est à l'ordre du jour. Le candidat de l'OPA-BF à la présidentielle fait le point sur sa participation à ces joutes électorales, comme les autres postulants malheureux à qui nous avons donné la parole. Le candidat anti-impérialiste, lui aussi, a réalisé qu'au Burkina Faso, ce n'est pas le projet de société qui intéresse l'électorat. Rémi Lambert-Nébier. Candidat d'un jeune parti politique, Maître Ségui Ambroise Farama a tenté de gravir la plus haute marche avec 12 de ses concurrents. Arrivé 10e au classement final avec 0,90% des voix, Maître Ségui Ambroise Farama, après avoir parcouru le Burkina 3 semaines durant à la rencontre des électeurs, pense maintenant comprendre pourquoi il n'a pas été si convaincant auprès de la majorité d'entre eux. Mais la principale leçon que je tire de cette élection présidentielle, c'est que jusque-là, les populations, le peuple burkinabé ne votent pas pour un programme. Et je pense qu'ils votent beaucoup plus pour des intérêts, j'allais dire, matériels immédiats. Et le programme, la vision semble être une préoccupation secondaire. Autant le dire, l'argent a été la clé de ces élections, selon le candidat de l'Organisation des peuples africains. Mais est-ce l'argent qui a manqué à Maître Ségui Ambroise Farama? Le choix de beaucoup de gens est guidé donc par l'argent, mais ça ne veut pas dire que l'argent nous a manqué parce que, comme je l'ai dit, même si nous avions l'argent, nous n'aurons pas fait ce que les autres font. Nous n'aurons pas travaillé donc à acheter des consciences, nous n'aurons pas travaillé à acheter donc des voix. Pour Ambroise Farama, la jeunesse du parti qui porte sa candidature pourrait être analysée comme le facteur handicapant de sa première expérience. Le parti étant jeune, nous n'avons pas encore des structures sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avions été présents pour les législatives seulement dans 15 provinces sur 45. À telle enseigne que les militants qui étaient donc les relais de la direction nationale de la campagne n'étaient pas non plus disponibles. Parce que vous savez que pour pouvoir être disponible pour battre la campagne, il faut, si vous êtes un travailleur, il faut pouvoir prendre un congé. Et lorsque vous n'êtes pas candidat, vous ne pouvez pas avoir un congé. Et si vous prenez un congé, c'est un congé non payé. Donc, naturellement, nous avons eu des difficultés pour avoir effectivement tous les militants mobilisés et sur le terrain pendant ces trois semaines-là. La déception n'anime guère le candidat de l'OPA-BF qui dit avoir eu le mérite de participer. Il ne s'offusque non plus de son score de 0,90%, puisqu'ayant la conviction d'avoir participé à un jeu démocratique dont les règles étaient faussées a priori. Double scrutin du 22 novembre dernier, il y a ceux qui ne sont pas allés voter. Ils sont plus de 40% des électeurs. Il y a également ceux qui sont sortis massivement pour accomplir leurs devoirs citoyens. Quelles ont été leurs motivations? Écoutons ces réactions que nous avons recueillies pour vous ce matin à Ouagadougou. Ce qui m'a motivé à voter mon candidat, c'est au vu de son programme qu'il a étalé. Et en plus de ça, j'ai eu une vision du développement du pays. C'est-à-dire le projet qui aide beaucoup plus les jeunes, les femmes, en tout cas, à entreprendre. J'ai voté parce que c'est un droit de citoyen, donc je dois contribuer au développement de mon pays. Si j'ai la carte d'électeur, je dois voter. Oui, j'ai confiance en mon candidat. J'ai confiance et je sais qu'en tout cas, il va relever des défis. C'est un droit et un devoir pour chaque Burkinabé de voter et choisir le président qu'il veut. Et le président qu'il mérite, qui peut conduire le pays pour l'émergence du Burkina Faso. C'est en fonction de son programme que j'ai voté. J'ai tenu à voter parce que d'abord, c'est un devoir citoyen et je ne vais pas laisser le choix de quelqu'un d'autre me porter préjudice. Donc, raison pour laquelle je suis sortie voter
pour mon candidat, pour qu'il y ait un changement, parce que vraiment, notre jeunesse a besoin de changement. Et je m'a motivé à voter mon président, c'est parce qu'il a beaucoup de projets, il travaille, la patience, surtout la patience, lui, c'est un homme fort, il ne parle pas beaucoup, parle pas beaucoup. Un programme peut être bon pour ce pays, ça sera une valeur ajoutée, c'est pour ça que j'ai estimé que c'était bon de voter, de lui donner ma voix et voir ce qu'il fera réellement. Les réactions après le double scrutin du 22 novembre dernier se poursuivent. Dans l'ensemble, le processus s'est bien déroulé et les résultats sont satisfaisants. C'est l'IAS qui tire ses conclusions. Présent au Burkina Faso depuis le 13 novembre comme observateur international, l'Institut Africa Solidarité, au-delà de ce satisfait, appelle les acteurs politiques burkinabés à poursuivre le dialogue. Benjamin Kwame. La mission d'observation électorale de l'Institut Africa Solidarité pour les élections présidentielles et législatives du 22 novembre était présente au Burkina Faso depuis le 13 novembre 2020. Après avoir pris le soin de s'assurer du respect des règles de procédure en matière électorale, du bon déroulement de la campagne, de la régularité des opérations de vote, entre autres, l'IAS conclut partiellement que ce double scrutin connaît une satisfaction générale. La mission, après son travail sur le processus électoral, tient à féliciter les autorités en charge de l'organisation du scrutin pour les efforts consentis afin que les opérations de vote se tiennent dans un climat apaisé. La mission a positivement apprécié la réactivité des autorités en charge des élections pour proposer des solutions toutes les fois qu'une difficulté survenait. La tension était montée d'un cran au lendemain de la proclamation des résultats, notamment avec l'opposition politique qui ne reconnaissait pas les résultats des votes. Mais très vite, une accalmie est revenue. Et c'est d'une maturité des acteurs politiques, indique l'IAS. La maturité politique du peuple burkinabé est un acquis indispensable pour la promotion de la démocratie et l'ancrage de la gouvernance locale. Les positions ont évolué dans le bon sens grâce à la prompte réaction des acteurs de la société civile et des partenaires du développement qui ont rapidement réactivé les fils du dialogue jamais interrompu avec les parties prenantes au scrutin. Il ressort des échanges que la récrimination principale était due à un problème de communication rapidement rattrapé. Toujours dans sa mission d'observateur international, l'Institut Africa Solidarité a dit suivre l'évolution des choses avec la plus grande vigilance. Il recommande aux protagonistes de s'en remettre aux voies légales définies par les tests en vigueur en cas de contestation. L'Institut demande aussi aux partis politiques d'encourager l'implication des jeunes et des femmes en politique, une alternative pour une vraie démocratie au Burkina Faso. Le processus électoral n'a pas freiné son élan dans la lutte contre la corruption. Le RENLAC, toujours aux avant-postes pour une gouvernance vertueuse. Le réseau national de lutte anticorruption s'attaque à la mauvaise gestion des ressources minières. Il consacre les 15e journées de refus de la corruption à cette thématique, un événement qui se tient du 1er au 10 décembre 2020, nous dit Archimède Boy. La récente affaire du charbon fin a inspiré les organisateurs de la 15e édition des Journées nationales du refus de la corruption. Transparence et redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina Faso, c'est le thème retenu par le RENLAC, Réseau national de lutte anticorruption, pour ces journées qui se tiennent du 1er au 10 décembre prochain. Le pays dispose d'importantes ressources minières, mais malheureusement, leur gestion laisse à désirer. Et d'après les résultats de l'enquête parlementaire conduite en 2016 sur le secteur minier, le manque à gagner pour le budget de l'État s'élevait à au moins 551 milliards de francs CFA. À l'époque, les manquements avaient notamment trait aux contributions pour le fonds de préservation et de la réhabilitation de l'environnement, aux taxes non perçues dans l'exportation de l'or
fraudés. Exemple, le scandale du charbon fin. À ces difficultés se greffe aujourd'hui l'opérationnalisation du Fonds minier de développement local. Le rapport de la mission d'information parlementaire sur l'opérationnalisation du Fonds minier, dont le contenu a été rendu public le 22 mai 2020, conclut que les textes réglementaires sur le fonds minier s'imposent difficilement aux sociétés minières. À titre d'exemple, seulement 52% du fonds minier pour le développement local ont été collectés entre 2017 et 2019. Au regard de ces constats, le RENLAC estime que l'État burkinabé n'a pas la même mise sur la gestion des ressources minières. À travers ces journées, cette organisation veut contraindre l'autorité compétente à rendre compte de sa gestion du secteur minier. À cet effet, plusieurs activités sont prévues à Ouagadougou et dans des villes minières comme Sapsé et Yuga, où le film Pas d'or pour Kalsaka sera également projeté. Outre la transparence dans la gestion minière, l'autre défi de la nation, c'est bien la santé pour tous et l'ONG ASMAD apporte sa contribution à la matière. Ce sont les enseignants des écoles nationales de santé publique qui sont formés. Couverture sanitaire universelle, assurance maladie universelle, mutuelle sociale entre autres sont les thématiques au cœur de cette formation. Benjamin Kwame. L'ONG ASMAD se donne pour mission de former les enseignants des écoles nationales de santé publique sur la protection sociale, la couverture sanitaire universelle. Une mission axée aussi sur l'assurance maladie universelle et le développement des mutuelles sociales. Une fois formés, ces enseignants, à leur tour, vont définir les méthodes d'insertion de l'information dans les modules actuels. Et cela dans l'optique de prendre progressivement en main la formation des élèves sortant des écoles de santé. Il faut travailler à ce que tout agent de santé qui sort de sa formation, ait des notions assez suffisantes pour appréhender et prendre en compte les différents mécanismes développés sur le terrain pour accompagner les communautés. L'ONG ASMAD, en collaboration avec ses différents partenaires et avec l'appui de l'École nationale de la santé, réfléchit depuis plus d'une année maintenant sur l'intégration progressive de ces notions, de ces thématiques importantes dans la formation des acteurs de la santé. Dans la plénière, les participants ont passé en revue les cours sur la politique nationale de protection sociale, la couverture sanitaire universelle et ses enjeux, et également son état de mise en œuvre. La Direction générale de l'École nationale de santé approuve cette initiative de l'ONG ASMAD. Il s'agira bien sûr à terme d'informer, de former les élèves que nous recevons, chaque année dans nos écoles, et que ces élèves, à leur tour, les sortants, qu'ils soient également un relais. À l'heure actuelle, l'ENSP et les écoles privées de santé dans leur programme ne disposent pas de modules adaptés à la protection sociale, à la couverture sanitaire universelle. ASMAD a accompagné la mise en place d'une centaine de mutuelles de santé. Elle appuie aussi leur organisation en fêtière dans 11 régions du Burkina Faso. À présent, ces chiffres, avant, au Burkina Faso, 10% des femmes se sont mariées avant l'âge de 15 ans et 52% des femmes avant l'âge de 18 ans. Un phénomène qui touche les 13 régions du pays avec des degrés différents. Dans la région des Hauts-Bassins, le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur. Pour réduire ou éradiquer le phénomène du mariage des enfants, un plaidoyer est fait à l'endroit des autorités régionales. C'est le projet de renforcement de l'offre et de la demande de services d'état civil et de promotion sociale de l'ONG Save the Children qui se met ainsi en œuvre. Cynthia Tassambedo, Soto Justin Dabiri. Cette rencontre vise à sensibiliser les acteurs régionaux des hauts-bassins afin qu'ils s'engagent à mettre en œuvre des actions pour réduire significativement la prévalence du mariage d'enfants dans la région.
Une occasion bien choisie par la présidente du Parlement des enfants des Hauts-Bassins pour faire un plaidoyer auprès des autorités régionales. Nous, enfants de la région des Hauts-Bassins, nous sollicitons votre implication personnelle dans les activités de cette campagne régionale pour la promotion de l'abandon du mariage d'enfants, afin que notre région soit une région phare de promotion du droit des enfants et construit un environnement protecteur, où l'enfant bénéficie au minimum de survie, d'éducation et de protection. Nous vous demandons de mobiliser les différents services de l'État afin qu'ils puissent s'engager, chacun à ce qui le concerne, pour accompagner la promotion de l'abandon du mariage d'enfants. Un message bien reçu par le secrétaire général des Hauts-Bassins. Au nom du gouverneur, Sayouba Sawadougou s'est engagé à poursuivre le plaidoyer auprès des plus hautes autorités afin que l'engagement pris par le chef de l'État pour l'adoption du Code des personnes de la famille qui fixe le mariage à 18 ans soit une réalité. En attendant son adoption, les acteurs sur le terrain poursuivent le plaidoyer. Tous ces acteurs-là, comme nous l'avons dit, doivent participer donc à la sensibilisation dans leur milieu, partout où ils sont, partout où ils vont passer, afin que nous puissions ensemble passer l'information à grande échelle pour que tout le monde puisse donc comprendre que ce phénomène existe, ce phénomène est à la peau dure et que nous puissions véritablement arriver donc, à bout de ce phénomène-là. Plusieurs résolutions ont été prises par les participants à cet atelier de plaidoyer pour l'abolition du mariage d'enfants au Burkina Faso. En salle, j'ai partagé l'expérience de l'imam de Péni qui, dans le cadre de la mise en œuvre d'un de nos projets, passait systématiquement à la vérification de l'acte de naissance des futurs mariés avant de procéder à la célébration. Et si les futurs mariés n'avaient pas l'âge du mariage, ils annulaient le mariage. Nous, les coutumiers, disons non au mariage des enfants qui ont moins de 18 ans. Cela entraîne des complications. Nous sommes venus prendre plus d'informations par rapport à ce phénomène et nous allons sensibiliser les gens autour de nous pour qu'ils comprennent que marier les enfants avant 18 ans crée beaucoup de problèmes. Le Burkina Faso fait partie des 10 pays africains les plus affectés par le mariage d'enfants. 10% des femmes se sont mariées avant l'âge de 15 ans et 52% des femmes avant l'âge de 18 ans. Restons dans les Hauts-Bassins où le problème d'écoulement des productions de riz local se pose avec acuité. Les acteurs se sont exprimés dans une étude de l'ONG Action contre la faim. La CFA, dans le cadre de son programme intégré de diversification de la production et d'amélioration nutritionnelle, a procédé justement au lancement des résultats de la dite étude sur la filière riz local. Seidatou Drabo, Soto Justin Dabiri. La région des Hauts-Bassins est l'une des régions dominantes en matière de production de riz local et produits maraîchers. Malheureusement, le problème d'écoulement de ces productions dans le reste du pays reste une préoccupation majeure due au manque de pistes rurales. Ces préoccupations ont été soulevées par les acteurs de la filière riz dans les études réalisées par l'ONG Action contre la faim à travers son programme intégré de diversification de la production et d'amélioration nutritionnelle PADI. Ces études ont permis également la mise en place d'une stratégie pour booster le marché des produits agricoles locaux et particulièrement le riz local. Nous avons commenté un certain nombre d'études et sur les filières qui sont sensibles à la nutrition, qui nous sont très chères, notamment la filière riz et la filière maraîchère. Donc c'est dans ce cadre que nous avons voulu faire un diagnostic d'abord pour voir les acteurs en présence, quelles sont les insuffisances, où est-ce qu'on pourrait mieux intervenir pour mieux impacter ces deux filières, et ensuite voir quel est le type de marché qui nous entoure, qu'est-ce qu'on peut faire pour booster ce marché. Après ceci, il s'agit pour nous de voir comment faire pour que les producteurs que nous accompagnons sur la production de notre riz national, par exemple, comment faire pour écouler d'une part, mais nous sommes aussi des consommateurs de riz, comment faire pour réduire la part de la consommation du riz importé par rapport au riz local. Pour le directeur pays de l'Organisation chrétienne internationale de développement CBM, qui est l'un des partenaires techniques et financiers du projet, les résultats de ces études permettront de saisir les réalités complexes de l'atteinte à la sécurité alimentaire. Nous allons travailler à faire en sorte que les recommandations qui seront issues de cet atelier puissent être une feuille de route qui nous permettra d'améliorer nos pratiques en tant qu'ONG, mais aussi la collaboration avec les producteurs et l'ensemble des acteurs qui sont autour de la mise en œuvre de ce projet-là. Donc nous ne pouvons pas être aussi exhaustifs que cela, mais je pense que les différentes insuffisances qui ont été relevées ou qui seront relevées par les études, c'est à nous en tant que partenaires techniques et financiers de pouvoir les combler de telle sorte que les producteurs puissent vivre dignement du fruit de leur production agricole.
Pour améliorer la disponibilité du riz local, les participants ont fait quelques recommandations. Il s'agit de mettre à la disposition des producteurs des paquets technologiques adaptés au changement climatique et aider à la création des réseaux d'échanges intercommunaux et provinciaux pour faciliter les échanges du riz local. La clôture de cet atelier a été marquée par une remise symbolique de cartes agrès aux différents représentants des communes. Toujours à Bobo Dioulasso, la SONAR Burkina se rapproche encore plus de ses clients et potentiels clients. La Société nationale d'assurance et de réassurance a procédé à l'ouverture d'une nouvelle agence dans l'arrondissement 6 de la capitale économique burkinabé. Seida Toudrabo, Cynthia Tassambedo et Soto Justin Dabiré pour plus de précisions. L'arrondissement 6 de Bobo Dioulasso est le premier arrondissement à bénéficier d'une agence SONAR. Cet engagement de la Société nationale d'assurance et de réassurance vise, selon ses responsables, à la construction d'une agence dans chaque arrondissement de la ville de Bobo Dioulasso. L'objectif du groupe SONAR Burkina est d'être encore plus proche de ses clients. Siaka Ouattara est le nouveau directeur des agences Fil Espoir. Bon, les motivations, c'est quoi? C'est pouvoir rapprocher de l'assurance à la population et en fait que nous puissions concourir les marchés le mieux possible. Et aussi afin de pouvoir prendre soin des clients, de leurs préoccupations, afin que la question de l'assurance soit une réalité au Burkina. Avec l'ouverture de cette nouvelle agence, les clients n'auront plus à parcourir de longues distances pour bénéficier des services de SONAR Burkina. Pour les responsables de la Société nationale d'assurance et de réassurance, cette nouvelle agence vise non seulement à satisfaire les besoins et services des clients, mais aussi conquérir de nouveaux marchés. Nous sommes vraiment engagés dans un processus de démocratiser donc les produits, rendre les produits aussi accessibles, de telle sorte que ça ne soit plus des produits d'élite. Courant 2021, vous verrez que la SONAR mettra un ensemble donc, de produits qui pourraient toucher donc l'ensemble de la population. Ça veut dire que chacun aura un produit qui répond à ses attentes et aussi à son portefeuille, parce que bon, c'est aussi la capacité à payer. Donc nous voulons vraiment que les produits soient assez accessibles. C'est avec joie que le maire de l'arrondissement 6 de Bobo accueille cette nouvelle agence de SONAR qui vient, selon lui, soulager les populations de son arrondissement. Le fait de pouvoir ouvrir une nouvelle agence témoigne du dynamisme et de la clairvoyance des responsables de la dite société. Et cette clairvoyance et dynamisme, nous la voulons encore davantage pour qu'il y ait plus d'agences à travers la commune de Bobo Dioulasso, à travers la région des Hauts-Bassins. Située à la Fiabougou, dans l'arrondissement 6 de Bobo Dioulasso, l'agence Fil d'Espoir, la première société leader de l'assurance au Burkina, compte offrir des produits de qualité et de tout genre avec professionnalisme afin de satisfaire au mieux ses clients. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à tous de l'avoir suivi. À vous qui nous renouvelez votre confiance au quotidien depuis Yargatenga dans le Kulpelogo. Soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.